Bonjour à tous. Alors, vous m'avez déjà vu sur les vidéos ou entendu ma voix, je vous plains, donc il faut recommencer maintenant. Euh, pour vous présenter un petit peu le design et peut-être quelques éléments avec lesquels on peut faire le lien sur la partie université. Sur la définition, j'y reviendrai pas long. Tiens, oui, c'est vrai que c'est compliqué de faire les deux, hein, ouais, ça marche en fait que quand David appuie sur le bouton. C'est super. Euh, je voulais simplement revenir sur un élément qui était dans la vidéo qui disait c'est une démarche créative méthodique et revenir sur un élément qui a été évoqué précédemment aussi, de dire parfois ça a l'air d'être un petit peu gadget, un petit peu stratosphérique. Pourtant, derrière cette démarche de design, il existe véritablement une méthodologie à suivre, à mettre en place au sein de la collectivité. Et je pense que c'est du rôle des praticiens derrière de la transformer ou en tout cas de l'adapter avec un vocabulaire qui soit adapté à chacune des collectivités. Parce que finalement, très régulièrement, je me rends compte dans les collectivités qu'on visite que la plupart de la méthodologie design est mise en place, mais ne s'appelle absolument pas design. C'est un petit peu comme il y a quelques années où on parlait de performance et surtout, il ne fallait pas dire le mot de performance. Peut-être que c'est encore le cas dans de nombreuses collectivités, mais là, c'est la même chose avec le design. Ça fait un petit peu... en plus, le terme fait un peu à l'anglaise, donc il y a un petit peu un blocage. Et pourtant, derrière, c'est pensé avec une stratégie, avec une démarche créative qui a une méthode particulière, un certain nombre de projets et des projets d'action ou des projets de service qui puissent être innovants en associant les différents métiers des designers, des usagers, des personnels et les faire travailler ensemble. Et ça, c'est un vrai défi. Alors justement, au niveau des enjeux qui sont derrière, c'est, si je reviens sur des éléments de gestion, c'est de l'amélioration continue, c'est de la mise en place de la qualité, c'est aussi derrière un principe un petit peu double, que je vais faire le lien entre le principe de réalité, de revenir à un principe de réalité du quotidien, de l'usage et parfois quand on est en interne de repenser les pratiques d'un service, hein, ça peut être totalement adapté pour une pratique dans un service par exemple qui est plutôt tourné vers la collectivité, un service RH ou un service finance, donc c'est tout à fait adapté et c'est d'humaniser aussi ce principe-là et de revenir à un principe de réalité, c'est-à-dire comment les personnes qui travaillent dans le service ou comment les usagers, mais ils ressentent le service et de quoi ont-ils véritablement besoin et comment les libérer derrière par rapport à ça. Surtout que derrière, on est sur une démarche qui, elle, n'est pas complexe, mais les problématiques sont parfois complexes. Vous évoquiez tout à l'heure d'avoir à réunir nombreuses parties prenantes différentes, donc avec des intérêts différents. Et d'ailleurs, c'est au cœur du management public et de la spécificité du management public, c'est d'avoir à atteindre des objectifs collectifs avec pourtant des intérêts à l'intérieur de nombreuses parties prenantes qui sont complètement divergents. Et une même personne, et on le retrouve dans l'installation du design, une même personne peut avoir des intérêts divergents en fonction de la casquette qu'elle occupe. Je suis chef d'entreprise, mais en même temps, je suis le papa qui emmène la petite fille ou le petit garçon à la danse ou au judo, et puis j'ai envie d'avoir une offre importante, mais au moment de payer des impôts, j'ai pas trop envie de les payer, ou au moment de parler par exemple, de l'occupation des sols, tiens, là, une entreprise qui serait ici, ce serait quand même pas mal. Alors que finalement, les enfants traversent à 2 pas plus loin. Donc là, on est un petit peu comme ça, bipolaire, voire tripolaire, en fonction du rôle qu'on peut avoir. Et le design essaye de réunir ça dans cette complexité. Le schéma a l'air un peu compliqué comme ça, mais finalement, en vase clos, ça aurait été mieux avec un S, mais je vois qu'il y a une petite coquille. Mais l'idée, c'est de dépasser la construction classique d'un service public ou d'une politique publique, d'un service et ou d'une politique publique, en faisant quoi, vous remarquerez sur la gauche des traits qui sont complets, et puis sur la droite, les traits qui représentent la frontière organisationnelle, la frontière de l'organisation, pouvoir aller s'inspirer de ce qui se fait à l'extérieur, de ce qui se dit à l'extérieur, et de laisser émerger au fur et à mesure de l'avancée des projets, de nouvelles idées. Et justement, c'est ce qu'on remarque quand on met en place des démarches de design, c'est que parfois on part avec une idée préconçue,
prénormé hein, de ce qu'on aura envie de faire dans notre service. Et puis, quand on intègre les différentes parties prenantes, mais on va quand même aller réussir à construire cette politique-là, mais on va aller l'agrémenter, on va aller l'associer à de nouveaux besoins qui vont apparaître et qu'on va essayer d'aller traiter, soit dans le même temps quand c'est possible, soit de manière parallèle ou successive quand on peut le faire. Et donc, au travers de cette démarche-là et par l'association des différentes parties prenantes, on va créer ou recréer un service, voire développer des choses qui n'étaient pas prévues au début avec les usagers. Et c'est ce qui me permet de dire que au cours de cette création, de ces processus d'innovation qui sont plutôt ouverts, puisqu'on va aller chercher, hein, contrairement aux pratiques initiales où on avait des experts de métier qui venaient travailler seuls pour répondre à un besoin public ou pour créer un besoin public qui avait été identifié par des élus. Là, on va aller chercher des collègues à l'intérieur de la structure, des spécialistes à l'extérieur de la structure et des usagers qui sont eux-mêmes spécialistes de leurs propres attentes ou de leurs propres services. Donc des connaissances qui sont parfois antérieures, des connaissances qui vont être le fruit immédiat de la collaboration, parce que pendant la collaboration, on va accéder à de la connaissance, hein, parfois on le voit, par exemple quand on est sur des projets de tracés de TGV, pour ceux qui ont connu ça, il y a des gens qui viennent aux réunions publiques qui sont plus spécialistes que la personne qui présente le futur tracé, parce que c'est une passion depuis toujours, et le train, et les connexions, la connectivité, et donc on trouve dans la population aussi des spécialistes, et c'est aussi intéressant de pouvoir s'appuyer sur eux. On retrouve ça aussi dans le monde associatif, pourquoi pas. Des connaissances qui vont pouvoir être parallèles, connexes, et qui vont amener à enrichir l'innovation ou aller au-delà de l'innovation qui était prévue, et potentiellement essayer de créer, de générer, vous parliez de durabilité finalement de la relation, mais aussi de créer des connaissances futures qui vont naître de cette même collaboration. Donc c'est ce qui nous intéresse en matière de recherche, c'est voir à quel moment, dans le processus, ces innovations permettent de générer ces connaissances. Toujours pas. Voilà, donc 4 points à retenir dans les modalités. Sur, évidemment, l'approche empathique, vous disiez, ça fait un peu gadget, mais ce que je trouve vraiment essentiel, c'est de dire, tiens, je ne me dis pas ce que je fais pour les autres, je me dis de quoi l'autre a besoin. Et je me mets à la place de celui qui a besoin du service. Et j'essaye de me mettre à la place, non pas de celui qui prend le bus, par exemple, si vous parliez des connectivités, mais pourquoi pas de celui qui ne le prend pas. Et ça, c'est pas forcément évident parce que ces personnes-là, justement, pour aller les fidéliser, aller les chercher, comment je fais pour aller chercher quelqu'un qui n'a pas le temps de participer ou même qui, tout simplement, ne prend pas le bus? Comment je fais pour imaginer un tracé parce que ces personnes-là ne sont pas là? Donc ça fait partie de l'enjeu, et de se mettre à la place de ces personnes en les imaginant. On parlait il y a des outils pour faire ça en imaginant ces personnes-là, et d'essayer de tester, de créer, de co-créer. On parle de gouvernance participative quand on le ramène à un principe de gestion collaboratif sur des projets publics, et d'aller construire avec eux le service. Et là, la spécificité dans le design, c'est de construire ensemble cette solution et d'aller jusqu'au test de cette solution. Si je voulais vous prendre un exemple là, vous voyez, tout à l'heure quand vous êtes rentrés, alors il y a les indisciplinés qui sont rentrés par toutes les portes, puis il y a ceux qui ont suivi le 1, le 2, le 3, le 4. C'était une maquette au début, le 1, le 2, le 3, le 4. Et on l'a testé, et je me rappelle très bien de ma collègue qui me dit « Si, tu vois, alors là, ils vont rentrer par là, puis après, ils vont aller à droite, et tu vois, parce que sinon, ça va être dans le sens inverse. » On l'a fait, on l'a testé en réel, et aujourd'hui, on l'a mis en œuvre. On corrigera peut-être l'année prochaine, parce que l'idée, c'est aussi d'être dans un processus d'amélioration continue et d'apprentissage. On le retrouve aussi derrière, vous l'avez évoqué dans la boucle, ce processus d'apprentissage. Et finalement, alors ça a l'air tout joli, tout beau, comme ça on se dit c'est facile à mettre en œuvre, mais j'entendais dans les remarques et dans les présentations que parfois ça représente le truc en plus à faire. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est on a ça à faire dans notre quotidien, puis en plus on va faire du design, ça va être vachement bien. Et donc je vais aller chercher des consultants extérieurs, je vais aller m'appuyer sur de la démarche qui est structurée, et puis tant qu'à faire, je vais leur laisser porter, c'est ce que vous évoquez. Là, il y a un risque, et je voulais rebondir sur ça, il y a un risque, c'est que finalement, là, quand on le fait faire à l'extérieur, et puis on fait des réunions, on colle des post-it, ceux d'Optima, bien sûr, que vous avez eu dans le tote bag, on colle des post-it, et puis au final, l'expert s'en va, et vous, qu'est-ce que vous faites du tas de post-it qui est sur votre bureau ?
et vous vous dites bah, c'est bien joli, en plus j'arrive pas à lire ce qu'il y a d'écrit, j'ai pas animé l'atelier, donc finalement je sais pas trop quoi en faire, et on peut être mis en difficulté si on l'anime soi-même, c'est un peu l'équilibre, c'est si je l'anime, qu'est-ce qu'il faut que je leur demande d'écrire sur les post-it ? Donc à la fois, ok, je veux bien mettre une pratique innovante, mais ça demande aussi une certaine formation. Alors, on évoque deux types, pour revenir à ça, deux types de paradoxes. Hein. Le paradoxe d'abord de l'usage, c'est que finalement, il y a une espèce de polyvalence, j'ai expliqué les différentes casquettes, et finalement, l'usager, il agit parfois de manière complètement imprédictible. Il vous a juré promis qu'il allait prendre le vélo, et finalement, il continue à prendre sa voiture tout seul. Alors qu'en réunion, il a dit oui, on va faire un dessin comme ça, on va prendre le bus à tel endroit, etc. On va partager nos voitures. Finalement, vu qu'il est parti à -5 et qu'il est à réunion à 8h, bon, bah, ça va être un peu juste, il prend quand même sa voiture. Donc ça, c'est difficile aussi, et cette multiplicité, là, un peu de comportement qui est complexe à prendre. Et le paradoxe aussi de l'innovateur, et c'est là où on a peut-être une limite, c'est jusqu'où je vais pouvoir aller dans le processus itératif de co-construction. Parce que les élus parlaient tout à l'heure de la différence entre l'agenda administratif, et puis je pourrais rajouter l'agenda politique, et puis je pourrais rajouter l'agenda des usagers, et plus. Et finalement, à un moment donné, quand je veux construire le projet, il faut que j'arrête de créer. Parce que, je dis toujours, hein, la créativité doit décroître en même temps que l'apprentissage augmente. Parce que si on continue à inventer, on n'arrivera jamais à concrètement faire la chose. Et là où le design répond, c'est qu'il y a un choix à un moment donné à la sortie de ce qu'on appelle la phase d'idéation, de construction, c'est le choix d'une solution, le prototypage, le test. Mais si à chaque fois ça fait l'objet de retravail, ben on n'arrivera jamais à construire la solution. Il faut oser aller jusqu'au test, il faut oser aller jusqu'à la maquette, et il faut oser mettre les choses en place. Donc intégrer de manière progressive cette discipline qu'on va s'imposer dans nos pratiques, parce que si c'est extérieur, si on ne se l'impose pas à soi-même, et si on ne le met pas en place, ça restera toujours quelque chose qui est fait par quelqu'un d'autre et qui sera juste joli sur le papier. Et ce qu'on en attend, c'est des déviances positives. Vous évoquez des montées en compétences, un confort de travail. Nous, c'est ce qu'en sciences de gestion, on va appeler des déviances organisationnelles positives. On n'y avait pas forcément pensé au début, mais finalement, ça va venir transformer des pratiques, ça va faire monter en compétence certains collègues qui vont s'associer, qui vont se dire tiens, mais c'est vrai, sur ça, j'ai pas travaillé, et peut-être transformer le confort de travail, parce qu'on se rend compte finalement c'est vachement agréable de venir travailler dans ces conditions, et c'est ce qu'on nous appelle donc une organisation positive, même s'il faut faire attention. Je reviens et je terminerai sur ça, sur cette cuisine qui peut paraître un peu moléculaire, pour faire le lien avec votre présentation. C'est super bon, la cuisine moléculaire, quand on a testé, il y a des trucs dégueux, mais dans la cuisine classique aussi. Quand on revisite, vous savez, le Paris-Brest revisité, des fois on se dit, ils auraient mieux fait de faire un vrai Paris-Brest, ça aurait été meilleur. C'est super bon, ça avait l'air joli, là, ce que vous aviez mis, mais qu'est-ce que ça a l'air compliqué, et finalement, rien de tel qu'un bon vieux cassoulet. Il faut faire attention, quand on met en place de l'innovation, il y a tendance à vouloir revenir un petit peu en arrière, parce qu'on connaît, on sait que c'est bon, et pourquoi je vais aller tester un truc qui a l'air joli, qui a l'air bien, ça met en place des bonnes choses, mais finalement, je ne sais pas trop comment le manipuler. Donc, c'est ce qu'il y a derrière le design, c'est vraiment suivre ce processus d'intégration, de progression, et d'essayer petit à petit de le faire entrer dans les routines organisationnelles. Et c'est ce qui nous intéresse en recherche ici. Merci Pierre.